Bienvenue à cette seconde partie qui nous unit sur le sujet du Niger. La sortie du président nigérien Tiani accusant la Côte d'Ivoire, le Bénin, à la suite des récentes attaques au Niger, a provoqué donc un regain de tension diplomatique en Afrique de l'Ouest. Face à cette situation, quelle solution pour éviter l'escalade et relancer la coopération régionale? Avant donc de poser cette première question à nos invités pour cette seconde partie, il y a un téléspectateur qui attendait en ligne. Téléspectateur, bonjour. Vous êtes en direct. Allez-y, vous avez 2 minutes. À qui ai-je l'honneur? Merci, c'est le docteur Kati. Allez-y, docteur. D'accord, merci aux invités. Très honoré de les entendre. D'abord, permettez-moi de dire, ils ont dit de certaines bonnes choses, si je peux me rappeler toutes ces choses. D'abord, monsieur Polico avait utilisé le terme vraiment, je ne suis pas panafricain en tant que tel, mais bon, je suis très intéressé parce qu'il a dit que on ne peut pas dire que le Niger est un pays pauvre, mais appauvri. Donc quelque chose comme ça, il faut que ça fasse le tour du monde dans les enfants africains, qu'on puisse utiliser des termes comme ça. Parce qu'on c'est pas un pays pauvre. Quand ce pays n'est un pays pauvre, mais ce sont des pays appauvris. Vraiment, je respecte cela. Salut et coucou à toi, monsieur Polico. Monsieur Medodi a ajouté quelque chose. Il a dit que c'est que les gens n'arrivent pas à parler. C'est-à-dire que les Nigériens n'arrivent pas à parler entre les enfants. C'est-à-dire que les gens d'un même pays. Il a dit beaucoup de choses, mais c'est ça qui a retenu mon attention. Donc, de préférence à la guerre. Ce qu'il a dit là, c'est l'équation la plus difficile. Donc, c'est comme si on abandonne la possibilité de réussir à se parler, régler le problème entre les fils d'un même pays, mais on choisit la guerre, qui est beaucoup plus coûteux et qui a beaucoup plus de dégâts. Et donc, c'est un choix vraiment qui interpelle ce qu'il a dit consciemment. Si vous l'écoutez, je pense que c'est très émotionnel, mais c'est l'équation la plus difficile. Je souhaite que la plupart de ces pays puissent écouter de tels propos, essayer de voir si c'est pas plutôt là où il faut mettre toutes les énergies au lieu d'aller acheter toutes les grandes armes. Mais je comprends l'intérêt de la sécurité nationale aussi. Maintenant, suite au propos de M. Pinipini sur l'historique de la situation et tout ça, je pense que, pour ma part, il y a une constance, si on prend tous les 3 pays, le Burkina, le Mali, le Niger, quand bien même ils ont des frontières communes, comme les camarades l'ont cité, le problème reste le même, au-delà des frontières. Et le test ici, ils avaient dit, si vous attaquez un, vous nous attaquez tous. Donc une formule qui ressemble un peu à l'OTAN. Mais donc, ce qui vient de se passer, c'est ça le test des Occidentaux. Oui. Donc, si nous prenons tout cela, c'est que nous, les pays africains, nous sommes tellement en retard que la sécurité intérieure, c'est pas notre technologie. On est un peu encore, on est encore très loin. On est encore très loin. Et prenant en compte aussi l'analogie des camarades qui ont parlé de comment la guerre a été préparée depuis la Libye. Mais c'est ça l'historique en fait de la chose, parce que nos populations ont une histoire. Parce que depuis la Libye à l'Algérie jusqu'en Guinée ou au Burkina, c'est dans l'histoire de cette zone-là, les Touaregs ne sont pas des Français, ne sont pas des Allemands, ne sont pas des Américains. Ce sont des populations qui avaient quand même comme travail de faire déplacer l'or et puis certaines choses de ces pays-là vers la côte, autant de grands rois maliens, tout cela, dans l'époque. Et ils se sont retrouvés après cette balkanisation sans territoire. Et maintenant, ils se disent, mais si l'âme tombe dans leur main par hasard, dans la tombée de la Libye, alors, ceux qui sont en train de négocier doucement, ceux qui sont en train de souffrir, comme par exemple, vous voyez le massacre des peuples, comment on les appelle, Fulani et autres là, des peuples dans le nord du Mali et autres là, c'est un peu les mêmes ethnies. Donc ils se disent que bon, si l'âme tombe dans leurs mains, cette fois-ci, ce qu'ils négociaient doucement, ce sera avec la guerre.
Ils vont réclamer ça à leur territoire. Mais ils n'ont pas de territoire. Jusqu'à ce que nous, on comprenne que ce n'est pas la bonne calculation qui fait de ces gens des étrangers, mais ce sont aussi des fils de l'Afrique. Donc, entendons-nous comme M. Philippe l'a dit, trouvons la formule la plus difficile pour résoudre le problème entre toute cette ethnie-là, toutes ces populations. Ce sera mieux pour nous que de nous voir que nous sommes en face d'un terrorisme. Les Blancs utilisent nos compatriotes pour faire cette guerre de terrorisme, en fait. Oui. Mais ce sont des Africains aussi. Merci. Donc, je pense que la solution est très compliquée, mais je prie que les camarades que je vois ici, c'est la même chose que nous voyons aussi dans les pays où il n'y a pas cette guerre-là. Bon, revenons au bilan, respectueusement, permettez-moi de le dire. Il y a le bilan était en 30 secondes, docteur, 30 secondes. En Afrique, même sous Bazoum, il y a des attaques terroristes en un seul jour qui ont dépassé des centaines au Niger. Donc je pense que M. Philippe a eu une donnée un peu, pas tout à fait ça. Le bilan dont il parle, c'est pas vraiment ça. Parce qu'il y a des publications où des attaques en un seul jour ont dépassé des centaines au Niger là-bas, sous Bazoum. Donc je pense qu'on peut revoir ça après. Merci. Bon, maintenant, je vous remercie tous et je prie que cette conscience-là vienne aussi dans les pays où il n'y a pas encore cette guerre. Et ce que l'Africain ne sait pas faire, c'est comment régler les problèmes sociaux entre nous-mêmes. On ne sait pas le faire. Donc merci à vous et bon débat. Merci à vous aussi de nous avoir appelés. Ça montre que beaucoup nous suivent en ce moment de par le monde. Professeur Pinipini, ma première question pour cette seconde partie concernera donc l'alliance des États du Sahel. Est-ce véritablement cette alliance, elle a une alternative crédible en matière donc de protection des populations aujourd'hui? Par rapport à la CEDEAO, par exemple. Exact. Vous avez compris la question. Ok, je vais répondre. Alors, mais je voudrais d'abord, si vous permettez, revenir un tout petit peu en arrière par rapport à ce qu'on disait, pour dire que, non, je crois, voir la question du terrorisme en Afrique comme n'étant qu'un problème du Sahel, des États du Sahel, je crois que c'est une mauvaise analyse. Parce que le terrorisme, aujourd'hui, elle attaque les pays du Sahel, c'est vrai, en priorité, mais il y a aussi quand même le Bénin qui a attaqué, il y a aussi le Nigeria qui a attaqué, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, le Congo-Kinshasa, jusqu'au Mozambique. Quel est le seul pays parmi ceux que j'ai cités là qui a vaincu le terrorisme? Il n'y en a pas. Les terroristes sont toujours là. Moi, je dis, le grand problème, c'est leur base arrière. Leur base arrière est toujours active. Donc, ils vont continuer. Pour moi, ce n'est pas un problème simplement de croire que parce qu'on va mettre Bazoum, je ne sais pas moi qui, au pouvoir, qu'il va mettre fin au terrorisme. Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas ça, c'est pas la question. C'est le continent africain qui a attaqué. Et j'ai dit que le terrorisme avait commencé en Europe, là, pas en Europe, en Asie je crois, du Sud-Est, mais c'était le point de mire, c'était l'Afrique. Et aujourd'hui, s'installe vraiment en Afrique. Le pape qui est mort, là, il n'y a pas longtemps, comment s'appelait François, je crois, ou je sais qui, il avait même demandé pour parler, pour répondre à notre confrère qui vient de terminer, qui vient de parler, le docteur qui vient de parler là, et d'autres qui demandent qu'on puisse se parler entre Africains. Le pape là avait demandé que les Européens se mettent ensemble avec l'État islamique là et qu'ils trouvent solution, qu'on laisse l'État islamique prospérer. Mais le président Trump à l'époque avait dit non. Il avait dit on ne peut pas laisser ces gens-là aller discuter avec eux. Quel est le seul pays européen qui s'est mis à discuter avec les terroristes? Donc, je crois que nous devons aussi être sérieux. On ne peut pas aller discuter avec des gens qui viennent tuer vos enfants, viennent tuer vos parents, viennent tuer vos femmes, viennent tuer tout le monde et qui n'ont que ça en tête, tuer et rien d'autre. Alors maintenant, pour revenir à la question que vous m'avez posée, si les États de l'AES par rapport à peuvent sécuriser les populations mieux que la CEDEAO, mais je crois si le cas était celui-là, il n'y aurait jamais eu d'AES, il n'y aurait jamais eu de coup d'État là. Si la CEDEAO avait été une institution capable de sécuriser les populations, d'apporter la paix, mais donc le problème ne se serait jamais posé.
C'est depuis longtemps que le terrorisme aurait été vaincu. Or, ça n'a pas été le cas. Les, 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 les Mali ils le disent, nos frères maliens le disent. Ça veut commencer comme par enchantement quelque part au nord du Mali, cette affaire de terrorisme. Voilà, c'était sous la CEDEAO, il n'y avait pas encore d'AES à l'époque. C'était la CEDEAO qui était là. Et ça s'est répandu très vite dans tous les pays, jusque maintenant, on est jusqu'au Nigeria, jusqu'au Cameroun, jusqu'au Mozambique. Donc, ce n'est pas, j'ai dit que ce n'est pas une organisation, c'est pas l'affaire d'une simple organisation comme la CEDEAO. Et je crois plutôt que maintenant, l'AES, ils ont dit ils vont se mettre ensemble. Quelqu'un a parlé ici de la force unifiée qui n'a pas de bilan. La force unifiée, c'est au mois de décembre qu'elle a été constituée. Franchement, vous voulez que même en un mois, qu'il puisse avoir le bilan, non. Je crois ça va continuer. C'est une force de 5000 personnes. Nous espérons que d'ici peu, elle va prendre forme, va monter et qu'il y aura 20 000, peut-être 50 000 ou 100 000 personnes. À ce moment-là, on peut parler d'une véritable force qui pourra avoir des résultats. Mais on ne peut pas demander aujourd'hui à une force de 5 000 hommes qui vient à peine d'être mise en place, d'avoir des résultats les plus probants et de mettre fin au terrorisme. Ça ne se fait pas comme ça. Sinon, ça serait trop facile. Donc, je veux dire que l'AES est une alternative, c'est vrai, parce que l'AES s'organise en très peu de temps. Il y a une structure qui est mise en place. Il y a des organes qui sont mis en place. Donc, excusez-moi, je dois- Il y a quelqu'un qui a appelé donc excusez-moi. Oui, professeur Pingini. il y a quelqu'un qui m'a appelé. Oh, Excusez-moi. oui. Donc, il y a Oui. quelqu'un qui m'a appelé. Donc, c'est pour dire que la, la, pour Nous dire que allons laisser répondre à l'appel très oui. Donc, rapidement pour que revenir sur ce que vous disiez. Alors, on va avancer avec Monsieur Folikpo. Monsieur Folikpo, est-ce que la CEDEAO peut-elle jouer maintenant son rôle de médiation ou comment est-ce que vous voyez aujourd'hui ces tensions qui fragilisent davantage la coopération régionale est-ce que l'AES a la solution selon vous? Et je ne suis pas triomphaliste. Et excusez-moi de dire les choses telles que je les perçois. Je ne suis pas de ceux-là qui disent, ah oui, voilà des militaires qui sont maintenant au pouvoir au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tiani, le général Goïta. Alors, nos solutions sont déjà trouvées. Je ne suis pas de ceux-là. Je viens de dire que nos problèmes ont une source très très lointaine. Bon, donc on ne peut pas du jour au lendemain improviser une solution à des problèmes qui se sont accumulés depuis des décennies. Le professeur Pilipili vient d'indexer un point très très important. Peut-être que certains n'ont pas remarqué cela, notamment la manière dont toute l'Afrique subsaharienne est sous convoitise. Donc nous sommes convoités. Si nous sommes convoités, nous devons donc comprendre que nous avons la même menace venant de l'extérieur et nous devons donc aussi savoir comment coaliser nos forces pour nous défendre vis-à-vis de l'extérieur. Mais si en notre propre sein, il y a des gens qui prennent des intérêts particuliers, des intérêts, c'est pas comment dire,
qui pensent que moi, je vais tout simplement défendre mon territoire, je vais tout simplement défendre ma région, et peu importe ce qui peut arriver aux autres, cela ne peut pas nous sauver. C'est ça le problème que nous avons actuellement avec la CEDEAO. Bon, donc, si nous prenons la CEDEAO, c'est une organisation détruite par l'Occident. Je le dis et je le répète et je l'ai déjà écrit à travers maintes publications. La CEDEAO est déjà détruite par l'Occident. Et donc, nous ne pouvons plus, du moins la CEDEAO telle qu'elle existe aujourd'hui, nous ne pouvons plus compter sur la CEDEAO pour notre sécurité. Mais la preuve, dès que les menaces djihadistes ont commencé là-bas, dans ces pays du Sahel, est-ce que la CEDEAO a une seule fois envoyé une force militaire là pour ne serait-ce que soutenir les armées nationales du Niger, du Mali ou du Burkina Faso? On n'a jamais eu ça. Pourtant, lorsqu'il s'agissait d'aller déployer une certaine force en attente pour remettre Bazoum au pouvoir, mais eh bien, on a vu la CEDEAO bondir et dire oui, il faut que la démocratie et la bonne gouvernance et ceci, ça. Bon, il est temps que les gens cessent de prendre les peuples africains pour des idiots, pour des masses d'idiots. Merci. Merci. Nous avons toujours le docteur Kate qui est revenu. Docteur, vous avez 2 minutes. Est-ce que la coopération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger est efficace selon vous? Vous pouvez aussi réagir en ligne. Je vois vos réactions sur YouTube et sur les autres réseaux. Vous pouvez aussi nous appeler. Alors, diminuez votre poste récepteur, s'il vous plaît. C'est mieux? Vous êtes en direct, oui, c'est bien. Allez-y. 2 minutes. Ok, merci. Je voulais juste apporter un éclaircissement sur l'intervention du professeur Kinipini quand il dit que on ne peut pas négocier avec les terroristes. Juste pour dire que, au fait, ce pas des terroristes. Ce que nous disons, c'est que ce sont des Africains utilisés contre des Africains, tout comme au temps de la colonisation, nos peuples noirs ont été utilisés par les colons contre nos propres populations. Et c'est la même chose qui s'est reproduite en Afrique du Nord et aussi en Afrique de l'Ouest, comme nous voyons aussi. Et alors, si nous allons au-delà de cette théorie pour dire pourquoi Donald Trump refuse ce que le pape a dit, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre là-bas. C'est que si vous prenez la Libye, la Syrie, par exemple, le président de la Syrie, il était sur la liste des terroristes. Il était bien combattu, mais il a dû se réaffirmer dès qu'il a pris le pouvoir pour se légitimer après la conférence, la rencontre qu'il a eue à Doha quand Donald Trump était là entre-temps, pour imposer son pouvoir, et ils ont négocié les intérêts qui vont dans le sens de ce que les États-Unis peuvent racler là-bas, et on a invité à la Maison Blanche. Voilà le monsieur qui était sur les terroristes, qui a combattu avec l'État islamique à un moment donné, et il a pris le pouvoir avec son clan, et il est là. Donc, si vous prenez aussi l'Afghanistan, il y a les talibans qui sont là aujourd'hui. Hier, avec les Moudjahidines, que les Américains soutenaient, ce sont des guerres. Tous ces gens étaient à un moment donné sur la liste des terroristes, même Ben Laden, avant d'être high value target, après, pour que lui-même soit éliminé. Mais il a eu toutes ces connaissances-là, avec sa collaboration quand il était un agent. Mais donc, cette histoire de terrorisme-là, c'est fabriqué par la métropole, ça dépend de comment ils veulent l'utiliser. Après, on change encore de position, et les mêmes personnes tombent de l'autre côté. La théorie scientifique de guerre sur la histoire du terrorisme, c'est comme le terrorisme, c'est comme la prostitution. Ça ne s'éradique pas, ça bouge. Et c'est là où c'est compliqué pour nos frères du Sahel.
pas une guerre théorique qui prouve qu'on peut l'éradiquer. Ça bouge seulement, ça change, ça se métamorphose. Vous voyez à la télé, on dit on a tué le numéro 1 de ce groupe. Et vous allez entendre ça chaque année. Chaque président vient que on a tué le numéro 1 d'Al-Qaïda, on a tué le numéro 1 de ceci, ça continue chaque année. Mais ça bouge, il y a de nouveaux qui vont. Et donc on peut aider nos frères africains, mais la formule finale, c'est que comme nos frères aussi l'avaient dit, quand est-ce qu'on va comprendre, hein? Quand est-ce que nous-mêmes on va comprendre cette histoire-là? Merci. Bon débat. Merci. Monsieur Amidodi, je viens à vous très rapidement par rapport aux solutions que nous voulons trouver. Mais bien avant, je vais vous poser la question concernant le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Est-ce que la coopération est efficace en ce moment pour trouver des solutions idoines? Et ensuite, répondez d'abord et puis après, je vais rebondir avec d'autres questions. Et merci, Moïse. Moi, je suis un peu déçu par les réponses que les co-débatteurs apportent. Professeur Pilipini, ça fait des années que vous soutenez, et c'est bien, beaucoup me soutiennent également, mais on veut des résultats. Comment pouvez-vous expliquer que les trois pays du Sahel, ayant compris, les militaires ayant compris qu'il faut une coalition pour mettre fin au terrorisme, comment expliquez-vous que c'est seulement en décembre 2025, alors que certains ont pris le pouvoir depuis 5 ans, c'est seulement en décembre 2025 qu'ils ont pensé à mettre en place une force unifiée? Il faut arrêter de se moquer des gens, professeur Pinipini. Je vais aller embrayer maintenant par rapport à la question solution, parce que c'est le point de chute. Lorsque moi j'entends des Africains dire qu'il faut aller avec nos maigres ressources, acheter des armes entre les mains de ceux qui nous disent qu'ils ne nous aiment pas, pour venir tuer nos propres compatriotes. Professeur Pinipini, vous êtes Congolais. Combien de décès, combien de morts déplore-t-on dans l'est de la RDC? Monsieur Amidodi, s'il vous plaît, aujourd'hui, ce sont des panafricains qui sont à l'antenne avec nous. On dépasse donc ce clivage. Pardon, voilà, s'il c'est vous plaît. juste pour Alors, dire, répondez à ma c'est juste question. pour dire ceci. D'accord, c'est juste pour dire ceci. C'est comme, ouais, monsieur Folipo, je comprends votre nervosité et en rappelant tout le temps l'historicité. Vous ne pensez pas, vous n'avez jamais pensé un moment que les Africains que nous sommes, n'ayant pas d'industrie d'armement, on aurait pu imaginer, hein, parce que les gens nous insultent souvent, nous sommes bêtes. Vous ne pensez pas qu'on aurait pu imaginer une autre solution pour régler nos problèmes, nos difficultés, au lieu de dire qu'il faut aller prendre des armes pour tuer nos propres concitoyens, ok? Le Sahel, qui est grand comme un continent, est-ce que c'est pas mieux de parlementer avec ces gens-là pour que les ressources qui servent à acheter des Parlementer armes, avec qui? Avec des gens qui ne sont pas, qui ne non, c'est pas représentent comme ça. rien, qui ne sont pas Oui, des je ne États? suis pas d'accord. Comment? Monsieur Folipo, je vous ai muté pour le moment. Vous n'êtes pas, c'est pas raisonnable. Pourquoi faire des choses comme ça? Ça fait 2 ans, ça fait 5 ans que vous êtes engagé à mettre fin au terrorisme dans votre pays. Vous avez pris toutes les ressources de ce pays-là pour acheter des armes. Vous n'êtes pas arrivé à bout de ce terrorisme. Changez de fusil d'épaule. C'est l'occasion de le dire. Changez de fusil d'épaule. Parlez avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Monsieur Dr Katé et l'autre intervenant l'ont dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous coûte moins cher? Comment faire le plus avec, comment faire le plus avec le moins? Parce qu'on n'a pas de ressources. Vous dilapidez vos ressources, achetez des armes dont vous ne savez même pas vous en servir, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Soyons malins. Nous ne sommes pas des écervelés. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Hein? Vous êtes des professeurs, vous êtes des gens qui écrivaient, mais lorsqu'il s'agit de résoudre un problème basique, vous dites qu'il faut continuer à aller dans le mur. On va aller dans le mur pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Donc, pour moi, la meilleure des solutions, c'est de discuter avec ses frères et sœurs qui ont pris des armes, ok? Contre, on les appelle des groupes armés non étatiques.
Il faut engager des discussions avec eux pour trouver des solutions. D'ailleurs, c'est ce que Tshisekedi est en train de faire avec Kagame dans ton pays. Je te le rappelle en passant. Merci. Merci. Nous sommes dans la dernière ligne droite de votre émission Avis de la diaspora. Scannez le QR code et abonnez-vous massivement à votre chaîne préférée, les débats houleux, équilibrés, contradictoires. C'est ici, c'est nulle part ailleurs. Et merci de nous recevoir chez vos chers amis, téléspectateurs, amis, internautes. Alors, professeur Pini, quand on aborde aujourd'hui les solutions, est-ce que selon vous, la réponse militaire seule suffit pour répondre, pour trouver une solution idoine si on veut résoudre ces problèmes dans les pays de l'AES, notamment et spécialement au Niger? Mais la solution militaire seule ne peut évidemment pas suffire. C'est pas l'unique solution. Seulement que c'est une voie obligée. C'est pas une solution, mais c'est une voie obligée. Parce que vous n'allez quand même pas aller... si les terroristes n'avaient pas d'armes, alors on peut dire oui, nous pouvons dire je n'achète plus d'armes et puis on va rester les mains croisées et on parle avec les terroristes. Eux, ils se sont armés. Vous allez maintenant parler avec eux sans armes. Est-ce que c'est ça du... Monsieur Folikpo, on va laisser le professeur terminer. Vous aurez votre temps de parole, s'il vous plaît. Oui. Mais ça n'a aucun sens de parler de cette façon-là, que des gouvernements qui sont responsables doivent se désarmer et avoir les mains croisées et pas attendre que les terroristes, eux qui sont armés, qui viennent discuter. Est-ce qu'ils vont venir discuter de cette façon-là? Non, je crois que ce n'est pas l'unique solution, c'est vrai, mais c'est une voie obligée vis-à-vis d'eux, à moins qu'eux acceptent d'être désarmés. Si les terroristes acceptent de déployer les armes, qu'on puisse discuter, je ne pense pas que les militaires au pouvoir ou les autres, ils vont refuser. Mais est-ce que les terroristes, ils ont dit là qu'ils vont déposer les armes et qu'ils vont maintenant venir discuter? Ils ont déjà demandé à qui de discuter. Et c'est qui d'abord? Avec qui va-t-on discuter? Qu'est-ce qui est en face? Les terroristes en question, on va discuter avec qui? Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina ou bien au Niger. Qui est en face en réalité? Avec qui on va discuter? Ce sont des gens qui ont tout le temps des armes et qui vont trouver des armes. Mais maintenant, dans la dernière attaque, c'était des drones qui sont venus avec ça. Donc maintenant, vous allez tirer un État là-bas sans aucune arme. Non, j'ai dit quoi? Si on peut ne fût-ce que les affaiblir et parler avec eux, oui, pourquoi pas. Mais aller parler avec eux sans aucune arme et rester, dire simplement nous sommes africains, ben maintenant venez, on va s'embrasser, alors qu'eux, ils ont des grenades derrière le dos, ils ont des kalachnikovs à côté, vous venez simplement avec des couteaux. On a dit que le Burkina n'était pas armé, ils avaient une arme pour 10 militaires. Et c'est passé à tour de rôle. Est-ce que ça a amené la paix au Burkina? Non, moi je pense pas que ça soit ça. Ce que l'on veut et de quoi ce que demande la population, c'est de vivre en paix dans leur milieu de vie, dans leur campagne, dans leur village, de travailler, de faire leur champ, de faire leur artisanat, de vivre tranquillement, c'est tout ce qu'ils demandent. Or, c'est ce que ne veulent pas les terroristes. Alors maintenant, que voulez-vous que fasse le gouvernement qui dirige ce pays quand des villages sont attaqués? Alors, qu'en est-il rapidement, qu'en est-il donc des relations diplomatiques entre le Niger, le Burkina et je dis Burkina, la Côte d'Ivoire et le Bénin, puisque il y a des messages qui sont lancés, il y a aussi des réponses de part et d'autre du Bénin tout à l'heure qu'on vient de voir, mais on va recevoir très rapidement ce téléspectateur. Téléspectateur, vous êtes en direct. Bonjour. Ouais, bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. 2 minutes. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Alassane. Monsieur Alassane, allez-y pour 2 minutes. Oui, j'ai écouté votre émission, vraiment c'est intéressant avec les professeurs. Mais j'ai parlé tout juste à l'invité qui venait de prendre. Bon, c'est pas celui qui parle sur le site, c'est celui qui avait pris auparavant. Moi, je suis burkinabé. Allez-y. Sur le niveau qu'on a négocié,
Et c'est comme le professeur venait de dire, vous négociez avec qui? Souvent, on a négocié. Vous négociez avec un groupe et dès demain, c'est un autre groupe qui prend. Vous ne trouvez pas que quand vous êtes ferme, vous ne pouvez pas négocier. On négocie en position de force. Vous ne pouvez pas négocier en étant ferme. Parce que c'est du commerce, c'est du business. N'allez pas loin. Ces gens aussi, ils sont envoyés, mais ils font aussi du business. Si vous négociez, vous leur donnez des millions, d'autres groupes encore vont réclamer. Mais souvent, surtout l'intervention de l'autre, c'est ce qui nous amène en retard. Négocier. Tous les pays au monde savent. Quand tu es fort, tu es craint. Dirait même Macron. Et quand tu n'es pas craint, c'est que tu as là. Ils vont venir chercher. Quand même, vous êtes des intellectuels. Vous devez même encadrer les jeunes. Dites la réalité aux jeunes. Ce qui est maintenant écrit là, ça ne nous avantage plus. On a vu, on a suivi. Même la démocratie, là, nous l'avons suivi. Ça ne marche pas chez nous. C'est une démocratie commerciale que les gens ont installée chez nous. Mais on nous pousse toujours à suivre. Vraiment, c'était une émission, votre émission est intéressante. Merci. Et je salue le professeur. Vraiment, ça peut nous ouvrir les yeux quand même. Merci. Mais ce qu'il est en train de dire, on a tout essayé. Il entend venir, il a quand même appelé même les Burkinabés. Ils vont te dire que sur on avait 90 milliards pour pouvoir organiser les élections. On a tout essayé. C'est pas des gens qu'il faut négocier. Nous allons chercher tous ensemble, surtout la diaspora doit apporter sa pierre à l'édifice pour surtout des idées en matière de solutions. Merci de nous avoir appelés. Merci. Alors, c'est pour ça que nous faisons cette émission en vue de la diaspora. Monsieur professeur Pinipini, je vous posais la question concernant les relations diplomatiques, l'avenir des relations diplomatiques, puisqu'on voit des sorties de part et d'autre. Que faire? Que faire? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le premier ministre du Niger. Pour moi, c'est un monsieur qui est affûté, qui est un grand diplomate, qui fait beaucoup dans la discrétion, mais qui fait énormément. Je crois qu'il a même été à Abidjan dernièrement. Il a parlé avec le président de la Côte d'Ivoire, et je crois que c'est pas que les efforts ne sont pas faits du côté mais c'est la sincérité là, la sincérité qui manque de l'autre côté. Nous, c'est ça qu'on demande. Vous souvenez quand même de l'épisode de je crois que c'était 32 militaires ou combien là, ivoiriens à Bamako. 49. Oui, 49. Donc vous voyez que c'est ce que ça avait donné. Et aussi la fameuse force en attente contre le Niger, là, qui a été, le président Alassane avait dit, c'était quand même très grave. Et lui il avait déjà positionné. Donc moi je dis que les efforts doivent être de part et d'autre pour faudra pas que ce soit que l'AS aille implorer. Donc c'est pas question d'implorer, on demande, nos peuples ne demandent pas mieux que nous puissions nous entendre. Mais s'il y a des dirigeants qui ne veulent pas du tout qu'il y ait moins d'entente au niveau de l'Afrique, mais c'est là tout le problème. Donc moi je veux dire que moi je salue les efforts du Premier ministre du Niger. Je l'encourage à continuer ainsi. Et il y en a d'autres, aussi bien au Burkina qu'au Mali, qui font de leur mieux pour rapprocher nos peuples. Mais je crois que les efforts doivent aussi être faits du côté du Bénin et du côté de la Côte d'Ivoire pointée, qui est aussi là-bas des gens qui font des efforts. Il y a eu les anciens présidents du Bénin qui avaient fait des efforts, qui sont venus rencontrer les autorités du Niger. Je crois que ça avait donné des résultats. Le problème, c'est que malheureusement, après, il y a toujours la France qui est là derrière et qui ne veut pas. Donc, en fait, le problème, c'est celui-là. Il faudra que le Bénin et la Côte d'Ivoire puissent parler Afrique et laisser la France en Europe. Voilà, seulement là, je crois que les choses vont aller de soi. Hein. Mais tant qu'on va continuer à avoir les ordres de Paris, à agir en son nom, d'autant que le président Macron l'a dit qu'il
il a dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises, que c'est pour beaucoup de certains des présidents africains, c'est lui qui donne les ordres. Donc, c'est là le problème. C'est là le problème. Donc, comme vous dites, tout le monde doit faire son effort, la diaspora, tous les compatriotes qui sont dans tous nos pays, là, aussi bien dans l'espace AES que au sein de la CEDEAO, qu'on puisse se retrouver, c'est la même Afrique, c'est ce que nous voulons, que l'Afrique puisse avancer, mais il y a ces forces-là qui tirent qui nous tirent vers le bas, malheureusement. Et il faut faire face à ces forces-là, mais je dis que j'ai confiance au Premier ministre nigérien et à Merci, d'autres professeur. qui sont des satrapes, qui sont des grands hommes qui font de leur mieux pour que la situation puisse s'améliorer, que nous puissions retrouver la paix et la concorde entre nous. Mais moi, j'ai l'espoir, et je l'ai déjà dit ici, moi, je souhaite avec insistance même que le Sénégal et le Tchad rejoignent l'AES. Parce que c'est un souhait. On va revenir très bientôt. Alors, Monsieur Folikbo, Kofi, est-ce que, comme le dit le professeur, un dialogue trilatéral Niger, Bénin, Côte d'Ivoire est envisageable dans les jours à venir? Quel avenir pour la coopération sécuritaire dans la région? Merci pour la question. Et pour répondre à cette question, je vais déjà poser le problème de la sincérité. Est-ce que Patrice Talon est sincère? Est-ce que Alassane Ouattara, je parle de ces hommes d'État, je ne parle pas de leur population. Nous, en Afrique, on est tellement entremêlés que leur guéguerre politicienne là ne concerne pas tellement les populations. Donc, je parle de ces acteurs politiques là. Est-ce que Patrice Talon est conscient que le fait que la frontière entre le Niger et le Bénin est bloquée depuis des mois, est-ce que ça cause des dégâts pour le peuple béninois, pour le peuple nigérien? Est-ce que Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, est-il conscient que le fait de menacer le Niger, comme quoi il va envoyer sa force en attente pour aller attaquer le Niger, est-ce qu'il sait, ce monsieur-là, Alassane Dramane Ouattara, est-ce qu'il sait que le fait de proférer ces menaces-là met en difficulté les relations entre nos populations? Bon, donc, si ces messieurs-là qui travaillent pour des officines obscures occidentales, si ces messieurs-là comprennent qu'ils doivent cesser, leur manigance là, ben, eh bien, nos pays peuvent facilement essayer donc de se rapprocher. Bon, donc, il est nécessaire que Patrice Talon, Alassane Dramane Ouattara comprennent qu'ils doivent faire la politique dans l'intérêt de nos peuples et non dans l'intérêt ou dans leur propre intérêt ou bien dans l'intérêt de certaines officines extérieures qui les téléguident. Bon, donc, la diplomatie entre le Bénin et le Niger, la diplomatie entre la Côte d'Ivoire et le Niger, bon, ça, c'est au niveau superficiel. Et il faut que ces acteurs-là que je viens de citer, Patrice Talon,
Alassane Draman Ouattara, qu'ils prennent conscience du fait que mais, ils ont la lourde responsabilité de mettre des populations ensemble pour leur bien-être, pour leur vivre ensemble harmonieux. Bon, donc, s'ils comprennent ça de cette façon-là, c'est tant mieux. Mais s'ils pensent que, bon, ben, la survie de ces peuples-là, c'est seulement par eux, là, bon, ben, je ne pense pas qu'ils... Comment? Pardon? S'ils pensent autrement, il faut que Tiani leur fasse la guerre. Et les dénonce, c'est ça publiquement. Tiani peut leur faire la guerre. Et Tiani peut aussi avoir des alliés pour leur faire la guerre. C'est ça le danger. C'est ça le danger. La diaspora ne veut pas proposer un danger pour l'heure. Nous voulons les solutions. Merci, Monsieur Folikpo, d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission. Dans quelques instants, nous allons rendre l'antenne. Et très rapidement, Monsieur Amedodji, il y a beaucoup de questions qui vous attendent nécessairement. Quelle est la solution aujourd'hui? Est-ce que c'est l'AES qui peut trouver la solution avec la Russie ou carrément... quand on prend la CEDEAO, quel est l'avenir aujourd'hui aussi encore des relations tripartites donc de ces trois pays? Allez-y. Avant de revenir sur les solutions, je les avais énoncées tout à l'heure, je les confirmerai. Je suis parfois sidéré d'entendre le discours de certains amis qui disent que, le voisin Pinipini, vous ne pouvez pas me dire que lorsque deux protagonistes, lorsqu'il y a conflit, pour s'asseoir et trouver une solution, ce qu'on appelle le plan de médiation, où on trouve un médiateur, on ne peut pas trouver en face des gens qui vous... Même si le djihadisme, la guerre que font les terroristes contre les États, comment on l'appelle symétrique, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur en face. Comment est-ce que vous pouvez dire ça, affirmer ça? Donc, vous êtes en train de dire que vous ne savez même pas les revendications de ceux qui attaquent. Ils ont des revendications, professeur Pinipini, monsieur Folikpo. Vous ne savez pas que ces gens-là qui attaquent ces États-là ont des revendications? Est-ce que ces États ont leurs revendications, notamment créer l'État islamique? Créer l'État islamique en Afrique. Monsieur Folikpo, s'il vous plaît, Monsieur Folikpo, on va laisser Monsieur Amedodji terminer pour son temps d'antenne et on va revenir à vous. Si vous connaissez les revendications de ces gens-là, lorsqu'on entre en négociation, en discussion, vous n'êtes pas obligé de leur concéder. Il faut voir les besoins auxquels répondent ces demandes-là et voir comment concilier les points de vue. C'est comme ça qu'on fait la réconciliation, qu'on fait des pourparlers. Moi, ces Africains-là, ou cette catégorie d'Africains, qui sont chaque fois en train de se victimiser, je ne suis pas du bord des naïfs qui pensent que les gens nous aiment, les gens, non, les bisounours, je ne suis pas. Mais à chaque fois, lorsque un problème se pose à nous et qu'il faut aller chercher dans la maison du voisin l'origine du problème, moi je suis sidéré. Ce dont nous parlons, c'est un problème typiquement africain. Laissons la France de côté. OK? Vous pensez qu'avec toute la richesse de la France, on envoyait déstabiliser le Niger, c'est 20 minables Jojo sur moto qu'il aurait pu envoyer. Vous rigolez? De quoi parlons-nous? S'il vous plaît, soyons sérieux. Monsieur Folikpo disait que c'est le problème de sincérité. Vos militaires qui ont pris le pouvoir, est-ce qu'ils sont sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire? Il faut parler aussi de ce côté-là sérieux. Vous avez pris des engagements. Je vous regarde dans les yeux. Vous avez pris des engagements vis-à-vis de vos populations. Est-ce que vous les avez honorés? Pourquoi vous ne les avez pas honorés et que vous refusez de tirer des bilans? Lorsque ces militaires ont pris le pouvoir, ils ont soulevé des griefs contre ceux entre les mains de qui ils ont arraché ce pouvoir-là par les armes.
après 3 ans, après 5 ans, vous ne pensez pas que ces militaires ont des comptes à rendre dans leur population? Ils meurent de faim, Bien ils sûr. meurent d'eau Mais potable. monsieur, Mais pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Moi, je ne suis pas. Vous parlez de commérage, vous dites que Alassane Ouattara a menacé d'envoyer des troupes, des forces en attente. Ça, c'est mais bien non, là. ce ne sont pas là, Vous savez, mon frère M. Philippe, ce ne Poléco, sont vous pas là savez, des commérages. Excuse-moi de la fermeture, t'interrompre. la fermeture de Monsieur la Folikpo, frontière personne ne vous entre écoute, le vous êtes Niger et le muté, Bénin. personne ne vous écoute, Monsieur C'est pas le Folikpo. Niger, c'est pas le Niger qui a fermé la frontière. C'est pas le Niger qui a fermé la frontière. Monsieur Foliko, il faut arrêter cela. Parlons Monsieur de Folikpo, solutions. personne ne vous écoute, Parlons personne ne vous écoute. Monsieur Folikpo, merci infiniment. Monsieur Amedo, je vais vous donner 1 minute pour n'empêche terminer la votre parole. intervention rapidement. Pour les solutions, pour moi, je maintiens et j'insiste que la solution viendra d'un dialogue constructif, même avec des gens qui ont pris des armes contre ces États-là. Sans quoi, même dans 100 ans, ils seront encore en train de chercher à neutraliser ce que vous appelez aujourd'hui des terroristes. Qu'un ami vous a dit tout à l'heure, ce sont leurs propres concitoyens. D'accord? Il faut parler avec eux et trouver ensemble des solutions. Monsieur professeur Pinipini, congolais, l'expérience que l'Est du Congo, avec la guerre avec le Rwanda, devrait vous inspirer pour nous dire ici qu'il ne sert à rien de chercher à résoudre certains problèmes avec la force militaire. Ça n'aboutit pas. Surtout que l'Afrique ne produit même pas ces armes-là. Vous allez les acheter, vous ruinez vos économies, vous privez vos populations de soins de santé, vous n'avez pas de politique sociale, vous ruinez, vous dites, vous bombez les torses, vous travaillez parce que les gens vous applaudissent, vous êtes fort, vous êtes fort. Vous êtes fort, vous réglez Merci. quel problème? Merci. Problème qui vous a amené, vous les avez résolus. Okay? Donc moi, je maintiens la solution, c'est le dialogue, c'est la discussion avec des gens qui ont pris les armes. Je maintiens et j'insiste Merci. là-dessus. Monsieur Folikpo, je voudrais juste vous rappeler que personne ne vous écoute lorsque vous parliez à l'instant. Je donne un temps de parole à tout un chacun de vous. Je vais vous donner carrément 1 minute chacun dans quelques secondes pour aborder votre mot de fin pour terminer en toute beauté cette émission. Vous reconnaissez qu'on a dépassé également le temps accordé à cette émission. On écoute ensemble Ousmane Sagara, s'il vous plaît. Pas faire recours aux militaires russes. Les militaires russes sont là-bas. Parce que l'aéroport, la présidence, la base militaire sont proches. Comment est-ce qu'on peut attaquer un aéroport et que les militaires qui sont à côté ne peuvent pas intervenir, même s'ils n'ont pas été appelés? Ils vont nécessairement intervenir. Donc ça prouve que déjà, des militaires russes sont là-bas, à la base. D'aucuns disent que c'est pour la protection de l'uranium. Soit, ils sont quand même là-bas. Donc dire qu'ils n'ont pas fait recours à d'autres armées, contrairement à ce que vous avez dit. D'autre part, quand je vous écoute, chaque fois les gens parlent du bilan. Non, on ne peut pas parler du bilan maintenant. Parce que quand ils venaient, l'ennemi était les terroristes seulement. Maintenant, lorsqu'ils sont venus, il y a eu 2 ennemis. Ceux-là à qui ils ont demandé de quitter leur pays sont devenus autres ennemis et qui sont aujourd'hui les pires. Hein, c'est eux qui sont pires. Parce qu'ils sont devenus complices des terroristes. Donc, de ce fait, face à un ennemi, ok, aujourd'hui, face à 2 ennemis, ce n'est pas aussi facile de se libérer. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler du bilan chaque fois. Lorsque la Guinée a pris son indépendance, lorsque le Mali a créé sa monnaie, les années qui se sont suivies, comment ça s'est passé? C'était des années très difficiles parce que les colonisateurs, les maîtres n'étaient pas d'avis avec eux. Et c'est le même cas. Donc, comme l'a dit le Margouya, les bonnes choses se mangent avec les larmes. Ce n'est pas facile aujourd'hui, mais demain ça ira. Donc le bilan. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du bilan parce que les problèmes confrontés par les présidents démocratiquement élus sont différents des problèmes confrontés par ces militaires aujourd'hui. Parce que ces militaires aujourd'hui font face à 2 ennemis. Les 2 sont invisibles, hein, mais les terroristes et les impérialistes. Voilà donc le point de vue de mon frère, camarade Ousmane Sagara. Alors, nous sommes sur les conclusions maintenant. Quelle initiative pourrait apaiser les tensions
puisqu'on nous dit chaque fois que la diaspora ne trouve pas les solutions aux grands problèmes dont souffre l'Afrique. Mais c'est pour ça que nous avons créé cette émission et que nous la faisons des années déjà. Et professeur Pini, votre conclusion pour répondre à ma question. Bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vais peut-être le redire, hein. Je crois on a en face non pas de compatriotes qui sont animés de bonne volonté, qui veulent qu'on puisse discuter, mais là, on a affaire à des groupes de terroristes qui veulent simplement tuer et qui cherchent à vivre, ils vivent de cela, comme a dit un de nos intervenants là. C'est un fonds de commerce pour eux. Leur vie, c'est ça. Donc, vous n'allez pas leur arracher leur beefsteak qu'ils ont dans la bouche. Donc, c'est comme cela. Mais bon, mais comme vient de dire le collègue là tout à l'heure, enfin le compatriote, on va y arriver, même péniblement, mais on va y arriver à mettre fin, enfin à le mettre hors d'état de nuire et à libérer notre Afrique. Nous avons beaucoup d'ennemis. Le terrorisme est en Afrique depuis le 15e siècle. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas changé. Il prend des change de visage, mais il reste toujours là. Maintenant, il peut être sournois, il peut être plus ouvert, mais il est toujours là pour parler, justement pour répondre à Philippe qui parlait du problème du Congo. Mais le M23 qui a repris les armes là, il y a quelques années, avait signé des accords. On leur avait presque tout cédé, tout ce qu'ils avaient demandé, mais ça ne les a pas empêchés de reprendre les armes et de continuer à tuer. Aujourd'hui, on peut leur donner tout ce que l'on demande, tout ce qu'ils veulent, ça ne va pas, ils ne vont jamais arrêter. Eux, c'est parce que leur dessein n'est pas celui de la paix, mais comme je disais, c'est la même chose comme ce qui se passe au Sahel, c'est de vivre, c'est un fonds de commerce, c'est de beefsteak. Donc, c'est de vivre des tueries immenses et avoir des millions, brader de l'argent dans les paradis fiscaux. C'est tout ce qu'ils visent. Ils ne visent pas les biens de l'Afrique. Donc, ces gens-là, pour cela que nous ne pouvons pas avoir confiance en eux et dire que ce sont des Africains, embrassons-nous, il n'y a rien, nous sommes tous des Africains. Mais tous les Africains n'aiment pas l'Afrique. Hein. Tous les Africains n'aiment pas l'Afrique. C'est pas parce qu'on est Africain qu'on va aimer l'Afrique qu'il faut maintenant. Il y a beaucoup d'Africains qui n'aiment pas du tout l'Afrique. Il y en a beaucoup pour qui l'Afrique doit crever et s'en foutre. Donc, nous maintenant, ce que nous voulons travailler, donc que ce soit avec ceux qui aiment l'Afrique et ceux-là, quelqu'un qui aime l'Afrique ne va pas prendre des armes de toutes les façons. Comment voulez-vous que quelqu'un qui aime l'Afrique va prendre des armes contre l'Afrique? Et on va maintenant l'embrasser. Donc, je dis que nos dirigeants, nous avons confiance en eux, ils font de leur mieux, mais je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la solution pour moi viendra de l'entrée du Sénégal, du Tchad et du Soudan dans l'espace Sahel. Parce que les Sahel que vous voyez là, c'est le trait d'union, c'est ce qui fait l'Afrique, les Sahel. Parce que c'est le trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Donc, et l'Afrique équatoriale, si on veut. Et le Sahel est très important. Donc, il faudra que c'est de la sécurité du Sahel que dépend l'avenir de l'Afrique tout entière. Merci. Voilà ce que je demande. Donc, je demande à nos frères du Sénégal, à nos frères du Tchad, à nos frères du Soudan, de venir et de la Centrafrique, de venir rejoindre nos frères du Mali, nos frères qu'on ne voit pas qu'on ne peut pas voir les militaires, mais qu'on voit nos frères qui sont dans ces pays-là, du Mali, du Burkina et du Niger, et que eux viennent nous rejoindre, que nous puissions vraiment travailler ensemble non pas simplement à la libération de l'Afrique, mais à la prospérité et à l'épanouissement de notre Afrique. Ça passe par le Sahel, rien à faire. Merci, professeur Pini, pour votre conclusion. Monsieur Folikpo Foli, votre conclusion, s'il vous plaît. Mon grand frère, le professeur Pini, a déjà dit l'essentiel de ce que j'ai à dire en mot de conclusion. Nous devons, en tant qu'Africains, commencer à comprendre que, premièrement,
la convoitise dont nous sommes victimes depuis des siècles. Le professeur Pinipini, lui, a situé notre problème au XVe siècle. Moi, je remonte la source de nos problèmes à la traite arabo-musulmane, donc un peu plus loin. Donc, nous devons commencer à comprendre, nous, en tant qu'Africains, que ce n'est pas n'importe qui se dit noir, qui aime effectivement le peuple noir, qui aime effectivement la terre d'Afrique. De deux, nous devons comprendre que la convoitise dont nous sommes victimes depuis des siècles, eh bien, cette convoitise-là a réussi à trouver des tentacules dans nos propres sociétés. Bon, donc, se focaliser sur ces tentacules-là dans nos sociétés en ignorant ceux-là qui sont derrière pour activer ces tentacules, c'est comme si on guérit tout simplement disons, les symptômes d'une maladie sans chercher les causes de la maladie. Donc, nous devons savoir que la convoitise dont nous sommes victimes, nous en tant que Noirs, nous sommes victimes, eh bien, elle est à la fois interne et externe. Donc, ceux-là qui servent de relais autour de nous, et ceux-là qui sont donc de loin en train de donner les commandes à ces relais-là, nous devons donc savoir que notre bataille, c'est sur ces deux fronts-là. Nous devons donc combattre les gens sur ces deux fronts-là. Et c'est seulement de cette façon que nous pouvons nous tenir debout. Encore une fois, merci. Merci à vous aussi. Monsieur Amedodi, votre conclusion? D'abord, j'aimerais rappeler, et tout à l'heure, j'avais cité un bilan, j'avais donné des chiffres. Je me suis même trompé. OK? Je parlais d'une centaine de personnes. Je donne pour ceux qui veulent vérifier. Et le rapport, donc, le document s'intitule 2 ans après le coup d'État, quel bilan pour le régime militaire au Niger? Quelqu'un intervenant a dit tout à l'heure que c'est pas le moment de faire le bilan. Il faut attendre 10 ans, 100 ans pour faire le bilan. Le document a été rédigé par CETRI, le Centre tricontinental. Et c'est un document qui date de juillet 2025. Le document, sur sa deuxième page, donnait les chiffres selon lesquels, en 2 ans, donc de 2021 en 2023, sous Bazoum, on déplore 50. J'ai parlé de 100 militaires tués, c'est 53. Alors que sous Général Tiani, qui est justement venu pour mettre fin aux tueries des forces de défense de sécurité, c'est 1400. Donc, lorsque vous parlez des faits, OK, là, vous avez des informations précises. Je sais que le professeur, vous êtes scientifique, votre démarche est rigoureuse, donc prenez les faits. Moi, vous versez dans la victimisation, comment, vous soupçonnez qu'on en veut à nos richesses. Moi, je suis là, je constate que malgré tout ce que c'est, en tout cas, certains militaires sont en train de faire dans leur pays, disons que c'est pour ramener la sécurité, sont en échec. Tout ce que moi, je nous propose, c'est qu'un bon Africain,
un bon panafricain, ayons au moins le courage de leur donner de faire le bilan, de nous rendre des comptes. Lorsque les populations refusent ou se refusent de demander à leurs dirigeants des comptes, les populations sont des moutons. Alors que moi, je ne veux pas considérer les populations des pays de l'AES comme des moutons. OK? Sous prétexte qu'il y a des djihadistes à combattre, OK? Et ces populations, leurs besoins sociaux, leurs besoins économiques ne sont pas pris en compte. Le peu de ressources que le pays engrange sont détournés ou bien vont à l'achat des armes. Ils n'arrivent même pas à combattre ces terroristes pour mettre fin au problème. Donc, pour moi, la solution au problème sécuritaire dans ces pays ne se trouve nullement pas dans des conflits armés. Vous pouvez sauter, toucher le plafond 10 fois, je vous le répéterai 15 fois. Ne se trouve pas dans l'armée. Nos pays ne fabriquent pas des armes. Même les États-Unis, ils ont choisi dans certaines situations de pourparler au lieu d'aller avec la force brutale qui n'apporte pas des solutions. Soyons malins. Africains, soyons malins. Il ne suffit pas de s'égosiller, de dire qu'on est fort, qu'on a acheté des armes de dernier cri, dont on ne sait même pas se servir. Il faut encore aller appeler ces gens-là que vous qualifiez de terroristes pour vous apprendre à manipuler ces armes-là. Soyons malins. L'Afrique a des méthodes. Lorsque vous parlez de l'historicité, inspirons-nous de la façon dont nos arrière-grands-pères, nos ancêtres ont pu résoudre des conflits sur le continent et trouvons ces solutions-là pour que l'Afrique ne soit pas la risée, ne soit pas chaque fois moquée par des gens qui nous considèrent comme de grands gamins qui ont seulement la queue et qui n'arrivent même pas à résoudre le moindre des problèmes. Vous parlez des motos. Quel est le pays d'Afrique, pas peut-être l'Afrique du Sud, qui fabrique des rayons pour les vélos? Vous avez des vélos dans vos pays, est-ce que vous les cultivez? Dernière chose, M. Folipo, vous m'étonnez, le pays de l'AES, même, je le rappelle peut-être à notre ami, professeur Pinipini, vous dites que ces pays-là doivent se débarrasser, vous demandez à ce que d'autres pays rejoignent l'AES. Vous savez le premier parrain de l'AES? Vous savez ce qu'on dit du premier parrain de l'AES? Donc, arrêtez les amis de vraiment berner les gens, de vraiment dire des choses qui ne tiennent pas. C'est beaucoup de contradictions. Donc, pour conclure, la solution, c'est d'aller vers le dialogue, c'est de parler avec ses frères qui ont pris des armes pour des raisons que nous connaissons, des bonnes ou mauvaises raisons, pour trouver une solution, afin que du sang de nos concitoyens cesse de couler pour des causes qui n'en sont pas utiles pour que les gens perdent leur vie. Merci. Merci à tous nos consultants. Merci, M. Amedodi, Kokou. Merci, M. Folipo, professeur Pinipini. Merci infiniment à tous et à chacun de vous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Chers amis téléspectateurs, c'est la fin donc de votre émission Avis de la diaspora. Abonnez-vous, partagez au maximum. Vous trouverez nécessairement donc sur nos chaînes YouTube les deux grandes parties de cette émission. Vos commentaires sont les bienvenus, vos propositions sur le numéro affiché à votre écran. Étendons donc la grande famille des téléspectateurs pour que la voix de la diaspora s'exprime à jamais. Merci et bonne suite de nos programmes sur AfroWeb TV. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7